Un accident grave sur l'autoroute, un suicide sur les voies ferrées, un attentat, un incendie qui fait des dizaines de morts ou encore une guerre. Il y a des catastrophes qui, même quand on ne les a pas vécues directement ou personnellement, changent quelque chose en nous touchent profondément et laissent parfois même une trace indélébile. Il y a quelques jours, la nuit du 31 décembre 2025, 40 personnes, très jeunes pour la plupart, ont perdu la vie dans un incendie et des centaines ont été grièvement blessées. C'était dans un bar de Crans-Montana à une quarantaine de minutes de là où j'ai grandi. Et avant de dire quoi que ce soit de plus, j'aimerais vraiment exprimer ma sympathie et tout mon soutien aux proches et aux familles des victimes de ce drame. Mais ce dont je voulais aussi parler aujourd'hui, c'est l'impact que ce genre d'événements ont sur nous tous. Parce que depuis ce drame, pour être honnête, je me sens lourde, je me sens triste, et en parlant autour de moi, je réalise que beaucoup ressentent la même chose. Cette tristesse qui semble venir de nulle part, cette difficulté à dormir, cette impression qu'on est en train de vivre un cauchemar et que quelque chose n'est fondamentalement plus pareil. Et si c'est ton cas, que ce soit dans le cadre du drame de Cran ou de n'importe quel autre événement, je veux que tu saches que t'es pas seul et que ce que tu ressens n'est pas exagéré, même si tu connais personne, même si t'as pas été confronté directement à l'événement. C'est ce qu'on appelle un traumatisme collectif et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que ça peut arriver à chaque fois qu'un drame survient près de nous ou même loin de nous, que ce soit justement un accident grave ou une catastrophe sur lequel on n'a absolument aucune emprise. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus de ce qui se passe dans ton corps. Quand ça arrive, pourquoi est-ce que c'est normal de ressentir cette lourdeur, cette tristesse, entre guillemets venue de nulle part? Pourquoi c'est légitime? Et surtout, j'aimerais pouvoir te donner des outils concrets pour traverser ça sans que ça s'installe pour toujours, sans que ça laisse une trace indélébile. Bien sûr que ça va laisser une trace, potentiellement, mais pas qui te tire vers le bas. Parce que oui, on peut vivre un traumatisme sans rester traumatisé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment, donc reste bien jusqu'à la fin. Et avant qu'on commence, si t'as d'autres proches qui sont dans le même cas que toi, que tu connais, qui ressentent la même chose face à un drame qui est arrivé récemment, s'il te plaît, envoie-leur cette vidéo, qu'ils puissent aussi la regarder, aussi se sentir compris, reconnus dans ce qu'ils ressentent, et pouvoir également avoir les clés pour traverser ça de la meilleure manière possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être rapidement me présenter aussi. Je m'appelle Gaïané, j'habite en Suisse et je suis coach pour les femmes qui veulent transformer leur passé, leur traumatisme, tout ce qui leur pèse en un avantage et en une force. Je suis formée en PNL, en hypnose et je me forme actuellement en Somatic Experiencing qui est justement une méthode qui permet de libérer le traumatisme par le corps et c'est dans ce prisme-là justement que je vais aborder cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, je tiens à dire que je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Ce que je dis, c'est à prendre ou à laisser selon ce qui te parle, évidemment. Tout ce que je veux ici, c'est pouvoir donner des clés que j'utilise pour moi et qui font que je me sens capable de traverser ces événements sans sentir que ça va m'anéantir. Et d'ailleurs, pour ce genre d'événements, mais aussi pour des événements plus personnels que j'ai traversés et qui justement maintenant me permettent de créer le genre de relation et le genre de vie que j'ai envie d'avoir sans pour autant me laisser constamment tirer vers le bas par l'ambiance macabre du monde dans lequel on vit parfois. Et pour ça, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'un traumatisme collectif. Donc je vais faire ici une petite définition. Évidemment, c'est pas une définition exhaustive. Selon moi, c'est un événement soudain, imprévisible et violent qui va ébranler le sentiment de sécurité d'une communauté entière. Et on le distingue vraiment d'un traumatisme individuel par son caractère vraiment très étendu, c'est-à-dire qu'il va pas juste toucher une ou deux personnes, mais des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Et qui a très souvent une répercussion également médiatique. C'est le genre d'événement qui va créer une rupture dans le tissu social et vraiment une rupture aussi dans le sentiment de normalité. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et on en parle autour de soi. Maintenant, dans ce genre de cas, qui est touché et comment? Pour ça, je vais utiliser le modèle des cercles concentriques du trauma qui justement modélise le traumatisme comme plusieurs cercles avec un centre. Donc on a d'abord le centre évidemment du traumatisme qui sont les victimes directes et leurs proches. On a ensuite le deuxième cercle qui est les témoins et les intervenants, les secours, etc. Le troisième cercle qui est la communauté locale. Quatrième cercle qui est la communauté on va dire élargie, donc le même pays, la même génération. Et le cinquième cercle, donc tout ce qui est exposition médiatique, c'est-à-dire tous les gens qui sont exposés à ça via le biais des médias. Et ce que je veux mettre en avant ici, c'est que dans n'importe quel degré des cercles, même si c'est plus ou moins proche, on va dire, de l'impact, c'est normal d'être touché. C'est normal d'être affecté, même si t'as pas de lien direct avec l'événement, même si tu ne connais pas la personne concernée ou les personnes concernées, même si t'es pas un proche des victimes, même si t'étais pas sur le lieu au moment du drame, c'est normal que tu te sentes concerné, que tu te sentes touché, même si t'es peut-être à des kilomètres de là où c'est arrivé. En réalité, c'est simplement une réaction saine d'un être humain. On verra après les mécanismes scientifiques qui soutiennent justement ça, et également évidemment ce que tu peux faire. Mais j'aimerais commencer vraiment par te dire que c'est normal. C'est normal que tu ressentes cette tristesse, cette lourdeur, que peut-être t'aies de la peine à dormir. On verra aussi après les symptômes différents et à quel moment est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter et peut-être même consulter un professionnel. Mais c'est vraiment important de différencier ici le fait d'être touché
C'est-à-dire ça c'est normal, c'est humain d'être touché par une catastrophe qui arrive plus ou moins proche de nous, et le fait de développer ensuite un syndrome de stress post-traumatique ou quoi que ce soit d'autre qui à ce moment-là pose d'autres questions. Ici on parle vraiment des instants immédiats après le drame, des premières heures, premiers jours, premières semaines après le drame, qui font que à différents niveaux justement des cercles, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième cercle, on va se sentir touché et c'est normal. C'est vraiment peut-être la seule chose que j'aimerais que tu puisses retenir de cette vidéo, c'est que c'est normal de se sentir comme ça. Même si t'es peut-être dans le cinquième cercle, c'est-à-dire via l'exposition médiatique de ce drame, c'est normal que tu sois touché. C'est normal que tu sentes quelque chose qui joue pas, même si t'es pas directement impliqué dans cette situation, et bien heureusement d'ailleurs. Donc maintenant, voyons voir pourquoi est-ce que ça nous touche, même indirectement, quand on n'a pas de proches qui étaient impliqués, ou quand on n'est pas témoin, quand même c'est loin de nous parfois, géographiquement parlant. Évidemment, je vais juste apporter quelques points, parce que si je devais tout expliquer dans les détails, ça prendrait un petit peu long. Mais le premier aspect qui soutient ça, c'est l'existence des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs ont été découverts par un monsieur qui s'appelle Rizzolatti, excusez mon accent italien, pendant les années 90. Il faisait une expérience avec des singes et s'est rendu compte quand un singe observait l'action d'un autre singe, les mêmes neurones s'activaient quand ce singe en question faisait cette action. Et donc il a découvert ce type de neurone qui en fait va simuler ce qui arrive aux autres lorsqu'on le voit. C'est-à-dire que quand on va apprendre qu'une tragédie est arrivée, dans ce cas-là, notre cerveau va activer les mêmes zones que si on la vivait. Donc évidemment c'est atténué, mais on va littéralement ressentir une partie de cette douleur-là. Et on en parlera après, mais étant donné que maintenant on est très connecté et qu'il y a partout des images qui circulent, ça fait que nos neurones miroirs sont constamment activés dans ce sens-là. Ensuite, le deuxième aspect ici, qui fait qu'on peut ressentir même sans être directement impliqué ou touché par l'événement, même quand on se situe dans le troisième, quatrième, cinquième cercle, c'est le fait que nos systèmes nerveux, c'est-à-dire le mien, le tien, celui de tes proches, etc., sont interconnectés. On est tout le temps en connexion avec les autres. Et en fait, mine de rien, on va beaucoup se réguler en fonction de l'état du système nerveux des personnes qui nous entourent. Et donc tu peux imaginer que quand une communauté entière est en détresse ou qu'un grand nombre de cette communauté est lourdement affecté par un événement, ça se propage. Et le stress qui est ressenti autour de nous, la douleur qui est ressentie autour de nous, on va la percevoir malgré le fait qu'on soit pas peut-être directement impliqué dans la situation dramatique. Et ici, je m'appuie sur les recherches qu'a fait Stephen Porges dans le cadre de la théorie polyvagale. Si ça t'intéresse, évidemment, dis-moi en commentaire et je ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet. Et on a aussi beaucoup de facteurs d'amplification, c'est-à-dire que un événement qui arrive à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là où on habite versus un événement qui arrive à une trentaine, quarantaine de minutes de là où on habite, ce qui est mon cas actuellement, va pas du tout avoir le même impact, on s'en doute. Et c'est du fait qu'il y a vraiment un facteur de proximité ici qui entre en jeu. Donc la proximité géographique, la proximité d'âge, d'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on s'identifie, est-ce qu'on peut facilement s'identifier aux victimes, aux personnes qui ont vécu ce drame-là, la proximité par rapport au genre de lieu qu'on fréquente, ah ben moi je vais souvent dans des bars, etc. En l'occurrence, à Cran, c'était dans un bar. Un des autres facteurs d'amplification justement du ressenti va être tout ce qui est surexposition médiatique ou aux réseaux sociaux, on va en parler après, j'en ferai un petit point. Et aussi également le sentiment d'impuissance collective quand en fait on se sent tellement submergé et qu'on a l'impression qu'on peut rien faire face à une catastrophe qui est en train d'arriver. Et ajouter à ça, j'aimerais ajouter un autre aspect que j'ai inventé, donc je sais pas si ça existe ou pas, j'ai pas eu le temps de faire les recherches, mais c'est ce syndrome de ça aurait pu être moi. Et plus il y a de facteurs justement de proximité qui s'ajoutent, donc par exemple un facteur de proximité géographique, de proximité d'âge ou d'identité, plus un facteur de proximité de genre de lieu qu'on fréquente par exemple, plus en fait justement on augmente ce syndrome de ça aurait pu être moi en fait, ou ça aurait pu être un de mes proches. Et je pense que dans le cas de Crans-Montana, c'est quelque chose qui est très très fort dans ma génération en tout cas, parce que c'est des gens de notre âge, c'est des lieux qu'on fréquente, c'est des personnes qui sont amies avec certains de nos amis, et en fait ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos frères, nos sœurs, et du coup ça augmente d'autant plus ce sentiment en fait d'implication et en même temps d'impuissance. Bien, donc maintenant qu'on a compris qui est touché et comment est-ce qu'on est touché et un petit peu les bases qui soutiennent ça, j'aimerais faire un petit point pour que tu puisses comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ton corps à proprement parler dans ce genre de cas. Et pour ça on va faire un petit zoom sur le système nerveux autonome. Donc on a notre système nerveux central, notre système nerveux périphérique, notre système nerveux périphérique différent est divisé en différentes branches, et le système nerveux autonome est une branche de ce système nerveux périphérique. Et donc ici on va encore décomposer le système nerveux autonome en 3 branches. On se base ici encore une fois sur la théorie polyvagale de Stephen Porges, mais ce qu'il faut comprendre, même si je vais pas faire un cours d'anatomie ici, c'est que notre système nerveux il scanne constamment son environnement pour détecter est-ce qu'on est en sécurité ou est-ce qu'il y a un potentiel danger. C'est le mécanisme qu'on appelle neuroception, encore une fois développé par Porges. Et donc quand un événement grave va arriver, notre sentiment en fait de sécurité fondamentale, notre système nerveux va tout détecter qu'il y a un danger, il y a un gros danger, même si on n'est pas directement confronté à ça. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que avant tout, c'est pas psychologique, mais c'est physiologique. C'est-à-dire que physiologiquement, on va tout à coup ne pas se sentir en sécurité, être bombardé d'informations qui aggravent ce sentiment-là. Et pour encore un peu mieux comprendre ce qui se passe, on va faire un petit zoom sur les 3 grandes réponses de survie qu'on a. Encore une fois, selon la théorie polyvagale. Donc pour ça, il faut comprendre
qu'on a 3 systèmes un peu différents de survie. Donc notre système nerveux ventral vagal, c'est une branche du système parasympathique qui en fait active notre capacité à nous sentir en sécurité, à être en connexion avec les autres, à nous sentir bien, nous sentir calme, etc. Et ce système-là, quand il y a un événement comme ça traumatique qui arrive à un niveau collectif, il est entre guillemets un petit peu mis sur off, même si c'est une très grosse vulgarisation et ça se passe pas vraiment comme ça, on est d'accord. Et il va activer l'une ou l'autre des réponses que je vais t'expliquer juste ici. La première réponse, c'est ce qu'on appelle fight or flight, ça veut dire la fuite ou la lutte, c'est le système sympathique. Donc la lutte, ça va être une forme d'irritabilité, de colère, un besoin de contrôler, une forme d'agitation. La fuite, au contraire, ça va être aussi une forme d'agitation, mais plutôt un besoin de partir, de s'éloigner, de fuir, peut-être d'avoir beaucoup de pensées également. Et je les mets ensemble, ces deux réactions, parce qu'elles font partie du système nerveux sympathique. Si t'as pas besoin de tout retenir, c'est simplement pour t'aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, savoir que c'est légitime, que c'est normal, et qu'en fait c'est un mécanisme physiologique que tu ne contrôles pas. Parce que ce que j'ai pas dit encore jusqu'à maintenant, c'est que ces réponses, que ce soit la fuite, la lutte, ou le mode de sécurité, ou le troisième mode qu'on va voir juste maintenant, ce sont des réponses automatiques et involontaires. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. Tu ne peux pas le contrôler. Et donc la troisième réponse à ça, ça va être le figement. Donc la réponse du système nerveux parasympathique dorsal. Donc ça va être une forme d'engourdissement, de légère dissociation, c'est-à-dire d'avoir l'impression de se voir un petit peu comme dans un film ou comme dans un cauchemar, une sensation de vide, d'effondrement, peut-être un petit peu de léthargie, de plus avoir d'énergie du tout, de détachement presque un petit peu, comme si presque on ressentait plus rien. Donc au contraire, quand on va être dans le système sympathique, donc fuite et lutte, on va beaucoup ressentir. Et quand on est passé en figement, au contraire, on ressent presque plus rien, on se sent vide, on a l'impression qu'on est ailleurs, on n'est plus trop là. Et en fait, ces réponses, elles peuvent s'alterner. Ça veut dire que tu vas avoir un moment l'un, un moment l'autre, un moment te sentir engourdi, te sentir que t'es comme dans... Tu te dis mais non, mais c'est juste un cauchemar en fait. Et puis l'heure d'après, tout d'un coup, tu réfléchis énormément, tu te sens vraiment en colère, tu te dis mais c'est injuste, etc. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que ces réponses sont des réponses temporaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer que quand le système détecte un danger, donc que ce soit à travers les médias, à travers ce qu'on entend, à travers ce qu'on a pu voir, etc., il va justement aller dans une de ces réponses. Et quand il va détecter qu'en fait c'est bon, on est en sécurité, il va revenir tout en bas. Donc dans le système nerveux parasympathique ventral, de nouveau en capacité d'être en connexion, de se sentir en sécurité, etc. Ce qu'on comprend ici, c'est que le problème, c'est quand on va rester coincé dans l'une de ces étapes et dans l'une de ces réponses de survie. C'est pour ça que je fais un petit zoom là-dessus, même si c'est pas primordial que tu saches ça, pour que tu puisses en fait détecter si justement tu te sens coincé dans une de ces phases, et comme on le verra après, si après un certain temps ça ne redescend pas, malgré les exercices que je t'aurais donnés, à ce moment-là c'est important justement de pouvoir être accompagné, de pouvoir être pris en charge, même si t'es pas directement, ou si t'as pas été directement affecté par le drame en question. Bien. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais faire un point sur les signes qui doivent t'alerter. Si ils durent plus de 3-4 semaines et qu'ils redescendent pas malgré les exercices que je vais te donner juste après. Donc, c'est le genre de symptômes aigus qu'on va avoir, style trouble du sommeil, donc des cauchemars, de l'insomnie, une hypervigilance nocturne, de l'évitement, ça veut dire on évite certains lieux, on évite des sorties, on évite des conversations, on évite peut-être certaines émotions, certaines activités, une forme de rumination un petit peu obsessionnelle sur l'événement, des flashbacks, des images intrusives par rapport à des images qu'on a pu voir dans les médias par exemple, une forme d'hypervigilance, donc de sursauter, d'être constamment un petit peu dans ce sentiment d'alerte, il y a quelque chose qui va arriver, un sentiment vraiment de détachement important, donc presque d'avoir l'impression de vivre dans un cauchemar, dans un mauvais film, d'avoir ce sentiment un petit peu de brouillard comme ça, une culpabilité intense, peut-être même du survivant, de en fait ça aurait pu être moi, ça aurait dû être moi, pourquoi est-ce que c'était l'autre et pas moi. Bien justement des comportements un petit peu de fuite ou de dissociation excessif, ça peut être le fait de scroller pour justement pas penser à ce qui se passe. Je sais que les premières heures quand j'ai appris, c'est un peu ce qui m'est arrivé, tout d'un coup je me suis rendu compte que pourtant je suis pas quelqu'un qui scrolle beaucoup, et tout d'un coup alors que j'avais supprimé les réseaux, mais je les ai remis justement pour être au courant de ce qui se passait, et je me suis mis à scroller alors que je me suis rendu compte que waouh, mais c'était typiquement la réaction pour me détacher en fait de ce qui se passait, parce que c'était trop. Le fait justement de trop penser, comme je l'ai dit avant, le moment selon moi où vraiment il faut s'inquiéter, c'est si après plusieurs semaines ou quand on va dire le drame est retombé, que ces symptômes ils persistent sans amélioration malgré les exercices que tu auras fait et malgré les points que je t'aurais donnés. Si ces symptômes s'intensifient au lieu de diminuer, et s'ils t'empêchent évidemment de fonctionner au quotidien comme tu en as l'habitude de le faire. Et maintenant, la partie qu'on attendait tous et la plus importante, qu'est-ce qu'il est possible de faire et quels outils concrets est-ce que tu peux utiliser pour traverser cette période difficile, lourde et toutes les sensations et émotions qui vont avec. Et pour ça, je vais m'appuyer sur 5 principes essentiels qui ont été découverts en 2007 par Stefan Hopfall et son équipe, qui ont justement identifié ces 5 principes pour l'aide psychosociale aux personnes confrontées à des catastrophes, à des tragédies, à des pertes, à des drames, etc. Les 5 principes sont les suivants, et ensuite je vais les détailler et donner à chaque fois des exercices qui vont avec, les expliquer, etc. Donc le premier principe, c'est celui du sentiment de sécurité. Le deuxième, c'est l'apaisement, c'est-à-dire, en anglais on dit calming, ça veut dire pouvoir se calmer en fait, tout simplement. Le troisième, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire le fait de pas se sentir totalement impuissant, autant personnellement d'ailleurs, mais collectivement aussi. Le quatrième, c'est la connexion sociale, qui est très importante, on le verra après. Et le cinquième, c'est l'espoir. Bien, donc maintenant, reprenons le premier
de ces principes. Donc c'est le sentiment de sécurité, c'est-à-dire pouvoir se sentir protégé, pouvoir se sentir en sécurité autant physiquement que psychologiquement. Et c'est vraiment la base, c'est pour ça que c'est le premier principe. Tant qu'on se sent pas en sécurité, c'est-à-dire la sécurité, tu te rappelles, c'est le système ventral vagal. Quand on est en sécurité, on peut être en connexion avec les autres. Sans sécurité, on peut pas se remettre d'un traumatisme et c'est la première étape. Le but, c'est justement de faire comprendre à ton système nerveux qu'il est en sécurité, que malgré tout ce qui se passe autour de toi, on est en sécurité. Et donc, tu vas me dire, mais attends, c'est facile à dire, mais sécurité en soi, ça veut dire quoi et comment est-ce qu'on fait? Je vais t'expliquer. Le système nerveux, une des grandes choses qui lui permet de se sentir en sécurité, c'est la routine, c'est ce qui lui est familier. Et donc, dans mon expérience, en tout cas avec mes clientes et moi-même, une des choses les plus efficaces à ce niveau-là, c'est justement d'avoir des routines qui soient régulières, autant en termes de sommeil, donc d'avoir un sommeil même imparfait, mais vraiment le mettre en priorité. Une alimentation qui soit régulière, qui soit nourrissante et régulière. Encore une fois, c'est tout ce qui est régularité va permettre à ton système nerveux de se sentir en sécurité. On voit qu'on revient vraiment à des besoins vraiment primitifs et vitaux. Pareil pour l'hydratation, de boire suffisamment. Parce qu'en fait, si on enlève certains de ces éléments, le système nerveux est d'autant plus en forme de survie. Donc on essaye vraiment de mettre le plus d'éléments possible ici pour qu'il puisse se sentir en sécurité et que tu puisses, par ce biais, toi aussi te sentir en sécurité. D'avoir vraiment des routines, donc je sais que pour moi, c'est le matin faire mon yoga ou faire ma séance de pilates ou peu importe, de manière régulière. Et si c'est pas ton truc, ça peut simplement être d'avoir des repères qui soient stables, donc les mêmes heures de lever, de coucher, les mêmes heures de repas. Tout ce qui en fait te permet d'avoir des repères qui soient stables. Et couplé à ça, de vraiment pouvoir limiter tout ce qui est stimulant, donc les excès de café, d'écran, de sucre. Vraiment d'essayer de garder un certain équilibre ici et de pas en rajouter par-dessus ce qui se passe déjà et qui est déjà suffisamment difficile à gérer pour ton système nerveux. Donc c'est typiquement pas le moment pour te lancer dans un régime, pour faire un marathon extrême ou je ne sais quoi. C'est le moment de garder une régularité dans tes routines et de t'apporter le plus de repères qui te permettent ensuite de te sentir en sécurité et de justement rapporter ce sentiment de sécurité. Ensuite, le deuxième point des 5 principes essentiels pour l'aide psychosociale de Monsieur Hopful, c'est l'apaisement, on appelle calming en anglais. Et c'est ici le fait de pouvoir réduire le stress, réduire l'activation émotionnelle, de pouvoir retrouver en fait un certain calme après le chaos qu'apporte tout simplement un événement traumatisant, un traumatisme collectif ou personnel en l'occurrence. À part ça, ici c'est valable dans le cadre du traumatisme collectif, mais c'est aussi valable dans le cadre du traumatisme personnel si jamais. Et donc ici je vais faire une un peu plus grande parenthèse, je vais mettre plusieurs sous-points. Donc on est dans le deuxième principe qui est le fait de pouvoir s'apaiser. Et s'apaiser en fait ça veut dire réguler son système nerveux. Ça veut dire pouvoir faire en fait, comme on l'a dit, on a plusieurs réponses de survie. Donc tu peux totalement être un petit peu en fuite ou en lutte ou en figement, mais de pouvoir en fait revenir et avoir des outils pour revenir à cet état de calme. Et pour ça, je vais te donner 4 sous-points extrêmement importants. Le premier, c'est celui de t'autoriser à ressentir et à t'exprimer. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans les 3 réponses de survie, on a le figement. Et le figement, c'est quand on va se couper de nos émotions, de nos ressentis, c'est quand on va avoir l'impression d'être un petit peu déconnecté de ce qui se passe. Et en fait, pour pouvoir revenir au calme, depuis ce figement, on est obligé de passer ensuite par la phase de lutte et de fuite. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est pour ça que la première étape pour moi, c'est justement d'adresser les moments où tu seras un petit peu en figement, ou peut-être où tu es en figement même maintenant, peut-être que tu m'écoutes, mais tu m'écoutes pas vraiment, t'es là, mais en même temps t'es pas vraiment là. Et c'est normal, à part ça. Et pour ça, il faut trouver ton moyen d'expression. Ça peut être l'écriture, dans un carnet, ça peut être par la parole, de raconter ce que tu ressens, ce qui se passe, ce que t'as vu, ce que t'as ressenti. Ça peut être par l'art, de faire du dessin, de la peinture, peu importe, ça n'a pas besoin d'être beau à part ça. Hein. Ça peut être par le mouvement, de la danse, du sport, peu importe. Ça peut être par des pleurs, tout simplement, de te laisser ressentir ce qui se passe, de t'autoriser, te dire que t'es légitime, que c'est normal. Donc ça, c'est le premier point, justement, dans ce principe de pouvoir se calmer et donc réguler son système nerveux. Le deuxième point, c'est de reprendre contact avec ton corps. Parce que très souvent, on va un petit peu comme couper le contact, justement, avec nos sensations, nos ressentis, parce que c'est trop douloureux, c'est trop dur, et on n'arrive pas pour l'instant. Et peut-être que c'est ton cas, et c'est normal. Plus, justement, t'as ces facteurs de proximité avec l'événement, ou plus t'es proche, justement, de l'impact, plus tu vas ressentir ça, et au début, c'est normal. C'est ce qui permet de te protéger, de pouvoir passer, en fait, cette période, parce que si tu ressentais tout, peut-être que t'y arriverais pas. Mais ici, je vais quand même te donner certains outils que tu peux utiliser pour, justement, encore une fois, diminuer ça, et permettre d'apaiser et de calmer ton système nerveux. Le premier, sûrement que tu le connais déjà, c'est quelque chose qu'on a tous, et qu'on utilise tout le temps, c'est notre respiration. Notre respiration, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul élément qui est contrôlé à la fois par notre système autonome, mais qu'on peut aussi contrôler par notre esprit. Donc c'est un mécanisme extrêmement puissant. Et ici, pour pouvoir réguler ton système nerveux et revenir à davantage de calme, l'idée, ça va être d'expirer plus lentement et plus longtemps que ton inspiration, parce que l'expiration active le système nerveux parasympathique. Donc une respiration très simple que moi je fais tout le temps et quasiment tous les matins, c'est la respiration 4-6. Donc j'inspire sur 4 et j'expire sur 6. Donc tu peux le faire maintenant, tu peux le faire après, note-le quelque part, c'est super simple. 4, 6, 46, si tu veux mieux t'en rappeler. Et de le faire plusieurs fois par jour. Quand tu te réveilles, ça prend pas longtemps, peut-être juste pour 1, 2, 3 minutes. De le faire simplement régulièrement. Encore une fois, la régularité, c'est ce qui permet à ton système nerveux de se sentir en sécurité. Deuxièmement, ça va être le mouvement. Donc de remettre un petit peu de mouvement, que ce soit en allant marcher tout simplement dehors, sans forcément avoir des écouteurs, et de juste écouter ce qui se passe, de sentir le contact avec tes chaussettes, de tes pieds avec tes chaussettes. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est un excellent moyen de te
reconnecter à ton corps, parce que se reconnecter à son corps, ça paraît un petit peu flou, on est d'accord. Mais si je te dis sentir le contact de la plante de tes pieds avec tes chaussettes, tout d'un coup c'est un peu plus tangible. Donc ça peut être un élément aussi. De faire un petit peu des étirements vraiment très doux, de pas te forcer à quoi que ce soit, mais juste de reprendre un petit peu ces connexions et ces sensations que tu peux ressentir. Avec ça, tu peux aussi être attentif ou attentive à ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire de regarder autour de toi, ah tiens là je vois ma petite guirlande, je vois la lumière que j'ai en face de moi, je vois la fumée de la cheminée de l'appartement d'en face, je vois le vase de fleurs dans lequel il n'y a pas de fleurs, scandaleux. Je vois une tache sur le mur. De regarder aussi un petit peu autour de toi au moment où tout d'un coup t'es trop absorbé dans tes pensées, de dire ok, j'ai pas besoin de tout couper, j'ai pas besoin d'essayer d'arrêter mes pensées parce que si t'essayes de le faire, ça risque de pas très bien fonctionner, je pense que tu l'as déjà essayé. Mais simplement de te dire juste là pour 10 secondes, je regarde autour de moi, j'observe vraiment ce qu'il y a. C'est-à-dire que je prends le temps d'observer le vase dans lequel il n'y a pas de fleurs. Je vois qu'il y a un peu des lignes dessus, qu'il est assez grand, il est assez longiligne comme ça, au lieu de juste voilà faire un petit tour et après revenir à tes pensées. Et le troisième aspect ici, c'est d'avoir une forme d'autocontact qui soit sécurisante. Ça peut être une main sur le cœur, bon mon cœur il est de l'autre côté en l'occurrence, de comme te faire un câlin à toi-même. Ça paraît bête mais en fait c'est tous des éléments qui signalent à ton système nerveux que t'es en sécurité et que tu peux redescendre. Ensuite, le troisième sous-point et exercice que je vais te donner à faire, c'est l'exercice des ressources. Si t'es une de mes clientes, cet exercice, tu le connais par cœur. Mais c'est extrêmement important parce que les ressources, c'est ce qui nous permet de traverser des moments difficiles. Et justement, en période de drame ou de traumatisme, on va avoir tendance à se focaliser sur ce qui va pas et c'est normal, c'est totalement naturel. Mais en fait, on va aussi oublier toutes les forces, tous les appuis qu'on a, tous les soutiens qu'on a autour de nous et avoir tendance un petit peu à plonger dans ce tunnel noir et sombre. Et c'est pour ça qu'on va créer une carte et un menu un petit peu de tes ressources, comme un outil en fait que tu peux consulter chaque fois que tu sens que ça va pas trop et que tu as envie de te sentir mieux. Pour ça, tu peux prendre une feuille de papier, tu fais 2 colonnes, enfin en fait c'est-à-dire tu fais un gros trait au milieu de ta feuille. La première colonne, tu écris ressources internes, la deuxième colonne, tu écris ressources externes. Au final, c'est pas très important, tu peux aussi tout écrire, mélanger, au final, peu importe. Les ressources internes, ça va être tout ce que tu as en toi, c'est-à-dire tes qualités personnelles, ton courage, ton humour, ton empathie, ta persévérance, ta résilience, ça peut être des compétences que tu as acquises. Style, ta compétence d'aujourd'hui que tu as acquise, c'est l'exercice 4-6, de pouvoir respirer consciemment. Donc tu as déjà une ressource, enfin même plusieurs dans cette vidéo en l'occurrence. Ça peut être une expérience passée ou future qui t'a montré que tu étais capable, peu importe. Et tu as les ressources externes, donc ça veut dire tout ce qui est à l'extérieur de toi, sur lequel tu peux t'appuyer, des activités qui te font du bien, des personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens soutenu, qui peuvent t'aider à traverser cette période. Ça peut être des paysages, la nature, ça peut être des animaux même. Et donc j'aimerais vraiment que tu fasses cette liste, donc mets la vidéo sur pause et fais cette liste maintenant. Et ensuite garde-la visible, c'est-à-dire sur ton téléphone, sur ton bureau, peu importe, quelque part où tu puisses y avoir accès rapidement. Et quand tu sens justement que t'as une montée de cette tristesse ou ça va moins bien, tu peux la consulter et choisir 1, 2, 3 éléments que tu peux mobiliser. Et tu peux aussi ajouter des ressources au fur et à mesure. C'est pas seulement une liste que tu vas utiliser pour le drame que t'es en train de vivre ou qui se passe autour de toi ou près ou loin de toi, mais que tu peux utiliser n'importe quand dans ta vie. Et si tu veux, tu peux même la partager avec certains de tes proches qui, de ce fait, peuvent mieux savoir et comprendre comment te soutenir. Ça, c'est aussi très très important. Et on le verra juste après pourquoi c'est autant fondamental. Et le dernier point ici pour pouvoir apaiser ton système nerveux et revenir au calme, c'est le fait de doser l'engagement et les informations en fait avec le drame, notamment médiatique. C'est-à-dire qu'on a tous une sorte de fenêtre de tolérance émotionnelle. En dehors de ça, on va se sentir vraiment pas bien, à l'intérieur on arrive encore à gérer. Donc le fait ici, et ce qui est important de retenir, c'est que c'est bien de s'informer, mais sans se surexposer. C'est-à-dire choisir 1-2 sources fiables et éviter les images chocs un petit peu répétitives. Respecter en fait tout simplement ses limites. Choisir, ok, ben je consomme ça et ça par jour, je vais pas passer ma journée en fait à scroller ce qui se passe par rapport au drame. Et vraiment alterner en fait les temps d'information, tu vas t'informer et c'est normal et c'est bien et c'est important. Et les temps de pause, les temps où tu vas te ressourcer. Trouver un petit peu ton dosage finalement, de pas en avoir trop. C'est vraiment important. Ensuite, on va passer au troisième principe de Hopeful qui est le sentiment d'efficacité personnelle et collective. C'est-à-dire de renforcer en fait cette conviction que toi ou ta communauté, vous pouvez agir et avoir un impact en fait sur cette situation, sur votre situation. C'est en fait l'opposé total de l'impuissance. Le fait de redonner aux gens qui t'entourent, te redonner ce sentiment que tu peux faire quelque chose. Et là-dedans, on peut avoir tout ce qui a trait au fait de créer ou de participer à des événements collectifs. Ça peut être des veillées, des minutes de silence, des rassemblements, le fait d'allumer une bougie, de faire un don, de faire une action solidaire, de créer même quelque chose en hommage peut-être. Pour moi, ma manière, c'est de faire cette vidéo, de pouvoir partager ce que je sais pour pouvoir aider les personnes qui sont confrontées. Tout ça, c'est des petits rituels qui permettent en fait de redonner ton sentiment de je peux. Je suis pas complètement impuissant face à ce drame, même si c'est absolument minime, évidemment. Le quatrième principe essentiel maintenant, c'est la connexion
social. Et ça, c'est fondamental. C'est le fait de favoriser les liens avec les autres et de comprendre que le soutien social, c'est absolument crucial pour la résilience. Il faut absolument maintenir ou créer des liens avec la famille, les amis, la communauté autour de soi. C'est extrêmement important. Et pour citer à ma manière, parce que je me rappelle pas exactement de la citation, Bessel van der Kolk dans Le corps n'oublie rien, il explique justement que dans les événements dramatiques, les catastrophes naturelles, etc., qui arrivent, un des facteurs les plus importants qui permet la résilience ensuite et qui permet aux personnes d'être peu, moins ou pas traumatisées, c'est le fait de retrouver rapidement sa famille, retrouver rapidement son cercle social et de se sentir en sécurité, de se sentir entouré. C'est absolument fondamental. Et c'est extrêmement important de le faire, même si peut-être on a envie de s'isoler, parce qu'on a tendance à s'isoler justement quand il y a un drame comme ça, on n'a pas envie d'interagir avec les autres, c'est trop. Donc vraiment, même si on n'a pas envie de parler, t'es pas obligé de parler avec qui que ce soit, mais juste de te sentir entouré. La présence physique suffit pour que ton système nerveux capte qu'il est pas seul, qu'il est entouré, qu'il est soutenu. Et de chercher du soutien auprès des personnes qui peuvent aussi tenir l'espace, peut-être que certaines personnes autour de toi peuvent pas le faire, mais vraiment, je le répète, c'est peut-être le point le plus important, de pas s'isoler, de vraiment rester entouré. Et c'était mon cas les premiers jours, je suis restée, même si je devais rentrer normalement chez moi, etc., je suis restée chez ma mère, avec mon frère aussi, et même si j'en parlais pas forcément avec eux, juste le fait d'être avec d'autres personnes, c'est extrêmement important. Le 5e principe essentiel, c'est l'espoir. C'est le fait de pouvoir cultiver un sentiment d'optimisme réaliste par rapport à l'avenir. Même dans les pires situations, de maintenir en fait une certaine perspective que les choses peuvent s'améliorer, que c'est possible. Et de mon expérience, ce que je trouve le plus efficace ici, c'est de se sentir connecté à quelque chose de plus grand. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être peu importe. Pour moi, face à l'horreur, face à ce qui ne fait pas de sens, la connexion, on va dire, spirituelle qu'on peut avoir, c'est la chose la plus forte. C'est ce qui nous rappelle qu'on fait partie d'un tout qui est plus vaste, de quelque chose qui est plus grand, et c'est ce qui permet en fait justement de nourrir un petit peu cet espoir. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, si ça veut dire prier, si ça veut dire méditer, si ça veut dire visualiser quelque chose, c'est vraiment se rappeler qu'on fait partie d'un tout plus grand et de garder en fait cette foi. Pour moi, c'est ce qui est le plus efficace dans ce genre de cas pour justement garder cet espoir et le nourrir. Bien, donc on a vu les 5 principes essentiels. Autrement dit, le sentiment de sécurité tout d'abord. Deuxièmement, le fait de pouvoir s'apaiser. Troisièmement, le sentiment d'efficacité personnelle et collective. Quatrièmement, la connexion sociale. Et cinquièmement, l'espoir. Et maintenant, j'aimerais terminer en disant juste que si tous les symptômes que tu as après avoir fait ces exercices, etc., ils persistent au bout de quelques jours, quelques semaines, et qui s'intensifient même plutôt que de diminuer, qui t'empêchent de fonctionner au quotidien, ou que tu as le sentiment que ça passera jamais, c'est important que tu envisages le fait d'être accompagné, d'être soutenu là-dedans par un professionnel. Ça peut être un psychologue, un psychiatre. Si tu as des images qui reviennent constamment, les MDR, c'est une pratique absolument incroyable que je te conseille fortement. Évidemment, je vais te conseiller la Somatic Experiencing, à laquelle je me forme et qui est aussi géniale. Mais vraiment, de pas t'isoler, de savoir que même si tu as besoin de demander de l'aide, c'est normal. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible, au contraire, ça fait de toi quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est pas facile de demander de l'aide du tout. Et t'as aussi tous les numéros d'urgence qui sont là si jamais. Il y a des cellules de soutien psychologique normalement quand il y a des drames proches de toi. Mais vraiment important de se rappeler que demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse. Loin, très très loin de là. Pour terminer officiellement cette vidéo qui a duré un petit peu long, mais qui je pense est vraiment importante, j'aimerais juste mettre en avant le fait que on peut vivre un traumatisme sans rester traumatisé. Et c'est extrêmement important de garder ça en tête. En réalité, c'est ce qui se passe dans le monde animal sauvage, c'est-à-dire que les animaux sont constamment face à des traumatismes et pour autant ils ne restent pas traumatisés. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on va faire immédiatement après être confronté à un événement, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent, en sachant que quand on est traumatisé, c'est pas à cause directement de l'histoire de ce qui s'est passé, mais à cause de l'énergie qui est restée coincée dans notre système nerveux, le fait qu'on est resté coincé dans une des phases qu'on a vues justement avant. Et avec les bons outils, avec le bon soutien, on peut traverser ça. On peut traverser ça pour que le trauma ne nous traumatise pas. Bien sûr qu'on va pas être la même personne qu'avant, ça c'est sûr, mais on n'a pas besoin d'être brisé à vie. Pour moi, c'est très important de mettre ça en avant, vraiment. On peut même, en réalité, dans mon expérience, transformer le traumatisme en un atout, en une force, en un avantage même. Je vais pas en parler davantage dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, tu trouveras d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne. En réalité, le trauma peut même faire ressortir une force absolument insoupçonnée qu'on n'aurait jamais découvert. Je dis pas ça pour minimiser quoi que ce soit ou la souffrance de ce qui se passe actuellement, vraiment de loin pas. Ce qui est important, c'est que tu prennes soin de toi. En prenant soin de toi, tu prends soin aussi du collectif. Et chaque personne qui fait ce travail-là permet justement aussi de faire avancer la communauté entière. Même si t'as pas été directement confronté au drame, c'est normal que tu te sentes comme ça. C'est légitime. Et t'as maintenant les outils pour pouvoir le traverser. Mais surtout, t'es pas seul, t'es entouré, t'as du soutien. Et encore une fois, si tu connais d'autres personnes qui sont dans le même cas, je t'invite vraiment à leur partager cette vidéo, peut-être même à en discuter avec eux et à choisir un seul des outils ou des exercices que je t'ai partagé aujourd'hui et juste de l'essayer. Ça veut pas dire que tu vas le faire pour toujours, mais juste de l'essayer et de sentir que t'es pas complètement submergé par ce qui se passe, mais que t'as la capacité d'y faire face. Tu as la capacité, t'es beaucoup plus forte ou fort que ce que tu ne le penses et je t'envoie vraiment tout mon soutien, toute ma sympathie si t'es dans les cercles plus proches de ce qui s'est passé et je te remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Si tu l'as regardée en entier, ça compte énormément à mes yeux et je t'en suis vraiment reconnaissante. Si t'as aimé
aimé, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner peut-être même. D'ailleurs, si t'as envie de comprendre encore mieux et encore plus en détail comment le système nerveux fonctionne et comment réguler ton système nerveux, pas seulement dans les instances de drame, mais aussi dans ta vie de tous les jours, parce qu'on fait face à du stress, je t'invite à regarder la vidéo qui sera juste ici quelque part, qui explique le fonctionnement du système nerveux. C'est une série en 2 parties. La première qui explique le fonctionnement du système nerveux, la deuxième qui explique comment le réguler, et grâce à ça, tu pourras faire face au stress de tous les jours, aux aléas de la vie, en te sentant préparé, avec des outils et capable de surmonter absolument n'importe quoi qui se mette sur ton chemin.